Ok, 20 heures. Commençons le direct d'aujourd'hui. Nous sommes à Sao Paulo le 3 juin 2026. Le sujet du direct d'aujourd'hui est Dieu avec un D minuscule. Donc Dieu avec Dieu, la patrie, la famille et la famille margarine. L'origine de la haine. J'avais pensé à Dieu, la patrie, la famille margarine et la liberté, ou famille et liberté. Dieu, paria, famille et liberté. L'origine de la haine. Mais c'était trop long, alors j'ai mis Dieu, la patrie, la famille margarine. Nous allons donc étudier ces structures, cette façon de capter notre attention avec ces termes. Dieu, une divinité, la patrie qui est liée à l'État, territoire et famille, unité, clan, modèle familial. Et cette histoire d'origine de la haine. Pourquoi cette origine de la haine? Nous allons étudier comment des structures peuvent vous manipuler, capter votre attention avec des termes, des concepts abstraits, déconnectés de la réalité, de la matérialité. Mais en pratique, elles s'emparent de votre attention, de votre argent, de votre vote. C'est donc important. Nous allons y jeter un œil. Premièrement, Dieu, la patrie, la famille et la margarine est un sujet intéressant. Nous allons récapituler deux thèmes essentiels. Le premier est le Jivasa, le nouvel agent collectif, ce que l'on ressent tous ensemble. Cela est lié à ce D minuscule, Dieu, la communication des êtres. Le second thème abordé concerne la patrie, qui est une sorte de corps, de territoire. Corps, territoire. Et la famille est étroitement liée au clan dont nous parlerons. Essayons de rendre le modèle familial plus flexible. Je vais donc essayer de le faire jusqu'à la fin de ce direct en rassemblant tous ces éléments, le Jivasa, le corps comme territoire, et aussi ses clans et familles, qu'ils soient inclusifs ou exclusifs. Ainsi, vous avez une idée générale de ce dont nous parlons, de la portée de notre discussion. Premièrement, pour éviter toute pression, pour éviter de transformer cela en un simple conflit, il faut aller à l'essentiel, à la racine du problème et ne pas discuter de l'influence de Dieu, de la patrie, de la famille idéalisée et de l'origine de la haine sans connaître la cause première. C'est parti. La cause profonde de tant de haine, de tant de diversité, de tant de problèmes entre les peuples, c'est la création monétaire. Et une autre chose, la production de surplus. Et Jacques, de quoi tu parles? Aujourd'hui, la monnaie est créée par la dette. Elle ne se crée pas par le crédit, mais par la dette. Et la production de surplus est un concept fondamental à comprendre, vraiment fondamental. Revenons à avant 1500. Nous sommes en Amérique latine, sur le continent américain, de nombreuses divinités, Pachamama, Omama, Virakot, Tupa et beaucoup de dettes. Il y avait donc de la religiosité, de la spiritualité. Les peuples du continent américain ont été décimés. C'était un véritable génocide. Mais peu importe. Pour l'instant, parlons-en. Nous avions des peuples. Et qu'en était-il des peuples d'alors? Quelle était l'idée de ces peuples, de cette communauté, de ces clans? Nous produirons pour notre subsistance. Nous produirons pour nous-mêmes, pour notre nourriture, notre eau, notre boisson, notre maison, notre territoire. Pour nous-mêmes, nous produirons pour notre propre bien et nous vendrons le surplus. À quoi ressemblait l'argent à cette époque? C'était une jolie plume, du cacao. On l'utilisait pour échanger les surplus de manioc et de maïs. Pour troquer ces produits, je pouvais ajouter un épi de maïs, un grain de maïs, une fève de cacao, une plume, et ainsi obtenir plus d'argent. Et avec ces plumes, ces objets, l'argent existait donc, oui. Mais dans notre culture actuelle, nous échangions des surplus, nous, surtout les agroproducteurs. Il va trop loin. Jackson, mais quel rapport avec Dieu, la patrie et la famille?
famille Magalhães, tout. On fabrique, comprenez bien. Prenons un exemple. Imaginons que vous soyez d'Agropop. Imaginons que vous empruntiez 10 milliards à l'État à un taux d'intérêt annuel de 3%. Vous empruntez 10 milliards pour planter du maïs. Bien sûr, vous n'emprunterez pas autant, c'est un secteur agricole important. Vous empruntez pour planter du maïs. Vous faites fuiter 5 milliards vers un paradis fiscal, ils disparaissent du Brésil. Vous utilisez 4 milliards pour planter et développer vos réseaux. Si les plantations tournent mal ou si la récolte est mauvaise, vous récupérez cet argent et vous restituez les 10 milliards. Les 5 milliards qui ont quitté le pays reviennent sous forme de dollars investis à un taux d'intérêt de 15%. Autrement dit, si je prends 10 milliards, je paierai 3% d'intérêt. Mais sur ces 10 milliards, 5 milliards ont déjà été transférés vers un paradis fiscal et reviennent au Brésil sous forme d'investissement rapportant 15% d'intérêt par an. Il y a quelque chose d'étrange, mais ce n'est pas encore le cas. Il vous reste encore 1 milliard pour vous amuser, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le cas, mais je suis allé là-bas et j'ai acheté, fabriqué et produit du maïs. Moi, une bande de petits producteurs. Et en matière de production de maïs, le pays disposait de 100 000 tonnes de maïs en surplus. 100 000 tonnes de maïs issues des stocks. Le maïs se gâte, il n'y en a plus, c'est un surplus, une production excédentaire non pas pour le marché local, mais pour le marché international. Il y avait un surplus de 100 milliards, 100 000 tonnes de maïs. Et maintenant, on nous impose des droits de douane américains sur notre maïs. Pfff. Soit on baisse les prix, soit on jette tout par-dessus bord. On a perdu notre souveraineté. Vous vous en rendez compte? Allons. Dieu, la patrie, la famille, Daisy. Allons. Avant, l'argent ne se créait pas par la dette. Aujourd'hui, il se crée par la dette. Quelle dette? L'État brésilien, le pays, émet des titres de créance et un groupe de personnes, généralement très aisées, en achète une grande quantité pour toucher 15% d'intérêt par an. Mais il y a aussi un autre groupe de personnes qui empruntent des milliards de dollars et ne paient que 3%. De ces milliards, la moitié finit dans des paradis fiscaux et revient sous forme d'investissement en dollars au Brésil. La grande majorité des dollars investis au Brésil sont donc des dollars de mauvaise qualité. C'est de l'argent blanchi dans le paradis fiscal brésilien. Il faut en être conscient. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il faut comprendre que Dieu, la patrie et la famille tentent de dissimuler ce système. Quand on connaîtra ce système, on ne sera plus naïf. Cela polarise la gauche et la droite. Je suis moi-même d'un parti de gauche. Non, de toute façon, il y aura toujours des partis comme ça. Mais maintenant, vous connaissez la direction, la promotion, ce qui se passe dans ce pays. Quand vous parlez de Dieu, ce Dieu dont je parle avec un D minuscule, cette combinaison de I, mon idée, mon premier contact avec Dieu de diverses manières, est venu d'un milieu religieux au sein de l'Église adventiste. Aujourd'hui, je comprends le christianisme, même si je ne suis pas chrétien. Je pense que le christianisme est une bonne voie religieuse. J'aime ça, j'aime le christianisme. Mais cette voie religieuse parle de Dieu, le Dieu que j'étais créé pour croire en cette tradition religieuse chrétienne. Nous sommes imprégnés de l'idée que Dieu, la Bible et Jésus sont indissociables. Alors, chaque fois que je parle à des gens, ils me demandent parfois « Croyez-vous en Dieu ?» Je leur réponds « Que représente Dieu pour vous ?» Et la personne s'exclame « Dieu, 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 Dieu quoi ?» Ce Dieu inclut-il une force supérieure extérieure à Jésus et à la Bible, ou se limite-t-il à Dieu, la Bible et Jésus? Non, ce Dieu, c'est Dieu, la Bible et Jésus. Ce n'est donc pas un Dieu vaste et restreint, un Dieu limité. C'est un Dieu artificiel, un moyen de le vendre à ceux qui détiennent le pouvoir. La connaissance de ce qu'il est, par le biais des pasteurs, des prêtres, n'est-ce pas, des évêques et autres définissant qui est ce Dieu à travers leur interprétation, comme chez Jessé, Zéméné de Kabir. D'accord, d'accord. Ce Jésus, à partir de lui, devient le Christ des chrétiens, qui est loin et le Messie.
Le peuple d'Israël lui-même, le peuple naturellement choisi par TNA, ne l'accepte pas comme Messie. Ils ne reconnaissent donc pas Jésus ou le Christ comme Messie. C'est une spécificité chrétienne. Ainsi, ce Dieu n'est même pas le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des chrétiens. C'est Dieu, la Bible et Jésus. Il y a donc une restriction à cette manière d'être un être absolu et créatif. Mais c'est une restriction. Bon. Mon idée de Dieu est un peu différente. C'est un D minuscule. Je pourrais utiliser Géus ou ce petit Z, Zeus, Dieu grec, parce que peu importe, c'est une multitude de EU. Et ces soi, pour moi, sont des soi tensionnels. Ce sont les soi que vous avez au moment où vous êtes, que vous vous sentez être avant même d'en prendre conscience. Les moi tensionnels, ce que je ressens avant même de le percevoir. Je vous parle maintenant et vous vous sentez être vous-même. Vous m'écoutez. Ce sentiment d'être vous est un être, un moi tensionnel. Par-dessus ce moi, vous m'écoutez et percevez ce que j'entends. Mais vous vous sentez déjà au-dessus d'un moi et vous avez une multitude de moi tensionnels. Le matin, l'après-midi, le soir, affamé, assoiffé, fatigué, excité, heureux, n'est-ce pas? Avec ou sans mal de tête, vous avez une multitude de moi tensionnels. Quand vous êtes stressé, ce que j'appelle toujours les zones 1, 2 et 3. Vous contractez votre corps en zone 1 pour agir, détendez-vous, zone 2. Sinon, vous êtes constamment sur le qui-vive et incapable de lâcher prise. Mais c'est une erreur. Et même sous tension, votre perception des choses se base sur cet état, sur ce moi tendu. Alors, qu'est-ce qu'un moi tendu? C'est votre respiration, votre rythme cardiaque, votre corps intérieur, votre corps extérieur, tout ce que vous ressentez. À chaque instant, c'est un moi tendu différent. C'est vous. Et pourquoi est-ce que je parle de je minuscule? Ce Dieu qui est en vous tout au long de la journée. Chaque facette de soi a sa propre façon de penser. C'est amusant de constater que parfois certaines de ces facettes affirment que ceci est juste, tandis que d'autres, à un autre moment, disent le contraire. C'est très intéressant, surtout pour les femmes. Si vous êtes une femme ou une adolescente souffrant du syndrome prémenstruel, vous verrez qu'au cours du mois, quelque chose qui devrait bien se passe mal. Le problème, c'est que tu es très tendu. Le syndrome prémenstruel, c'est quelque chose de très fort. Et tes douleurs, surtout quand elles sont plus intenses, c'est le cycle normal. Tu es un garçon aussi, mais tu n'as pas la même flexibilité qu'une femme. Les femmes ont des émotions beaucoup plus fluctuantes. Elles doivent donc apprendre à maîtriser ces tensions. Les femmes sont naturellement douées pour gérer ces tensions. C'est plus naturel chez elles. Les hommes ont parfois tendance à adopter une attitude plus autoritaire. Et les femmes, grâce à leur capacité à gérer ces tensions tout au long du mois, peuvent rendre cette attitude plus souple. Parce qu'elle sait ce qui est juste maintenant, mais ce qui est faux dans peu de temps pourrait l'être. Vous comprenez? Ces multiples facettes de soi sont ainsi. Chaque facette a sa propre façon de penser. Chaque facette cherche aussi à se rassurer en croyant à ses habitudes de détente, à agir. L'addition de toutes ces facettes et le fait de s'en souvenir, c'est ce que l'on appelle la métacognition. Réfléchir à ses propres pensées. Et chaque pensée est différente et provient d'une facette de soi qui est la vôtre à différents moments. La somme de ces pensées, leur harmonisation, fait de vous un chef d'orchestre. Des tensions intérieures, un chef d'orchestre de soi-même. Cela signifie que vous marquerez le moment et l'heure où ces tensions intérieures guideront votre corps, tel un chef d'orchestre. Le violon, le piano, la grosse caisse, la trompette. Ainsi, chaque tension intérieure est mobilisée pour agir à cet instant précis. Certaines tensions intérieures servent à incarner l'acteur que vous devez être. Vous gagnez un salaire pour être portier, professeur, banquier, écrivain, musicien. À ce moment-là, il faut activer une partie de soi qui joue le rôle, qui incarne l'acteur que l'on doit développer. Car c'est pour cela qu'on est payé. On est payé pour être ce personnage, cet acteur. Alors,
Ce personnage entre en scène. Quiconque incarne ce personnage doit être une partie de soi X, une sorte de moi en tension. Parfois, lorsque ce personnage devient trop lourd et que l'on ne parvient plus à gérer ses erreurs inconscientes, il faut changer de travail. Sinon, on risque de s'attirer des ennuis, de nombreux problèmes qui engendrent un stress allostatique important pour le corps. Parce qu'on peut, d'une certaine manière, se réguler au sein d'une équipe, d'un groupe, mais si le groupe est tendu et que chacun ne pense qu'à l'argent et tente d'imposer une attitude que le corps ne peut supporter, on souffre. On souffre quand la pression devient trop forte. On parle de Dieu, c'est le premier point. Mais chaque facette de soi, dans cet état de tension, perçoit un monde religieux, un monde sportif, la sexualité, la musique, l'art, les beautés de la vie, la nourriture, les boissons, absolument tout. Donc, quand on parle de Dieu lui-même, il y en a plusieurs. Dans le contexte chrétien, même s'il s'agit du Dieu de la Bible et de Jésus, c'est tout à fait acceptable, mais en parler de lui de manière restrictive constitue une restriction. Il existe cependant des aspects utentionnels que vous possédez, que vous percevez de ce Dieu. D'accord, il s'agit toujours d'un Dieu utentionnel. C'est ce que je voulais vous expliquer. Ce n'est donc pas une forme figée de Dieu, mais simplement la manière dont vous percevez le Créateur. Et en vérité, je vous le dis, vous êtes le créateur de ce que vous percevez. Vous êtes dans un état intentionnel et vous créez ce que vous percevez. Comment créez-vous? Votre conscience active des espaces de mémoire et lorsque vous percevez des choses, elles transitent par ces espaces. Vous parvenez alors à une intuition, à une manière de comprendre ce que vous voyez et percevez. Vous assemblez ensuite vos perceptions. Les signaux pénètrent par vos orifices, nez, oreilles, bouche, yeux, par les voies d'information et vous les traitez en fonction des zones cérébrales et des espaces de mémoire que vous avez activés. Ceci ou cela. Vous êtes donc le créateur de votre perception. Vous voulez changer votre perception d'un même stimulus, activer différents souvenirs. Vous verrez que vous percevrez le même stimulus différemment, car vous êtes le créateur de votre perception, Dieu, créateur de votre perception. Compris? Vous devez donc en être un peu plus responsable. Patrie, Dieu, patrie et famille, margarine. Notre patrie, le Brésil, est prise en otage. Notre patrie, le Brésil, est prise en otage par au moins 200 individus possédant un numéro CPF, numéro d'identification fiscale brésilien, et appartenant à la sphère des ultra-riches. Puisqu'on parle d'ultra-riches, pouvez-vous préciser qui ils sont? Où se trouvent-ils? Voyez-vous, nous avons actuellement au Brésil une affaire de ce type de corruption, impliquant le secteur bancaire. Il est impliqué avec Banco Mestre. Les ultra-riches dont je parle sont bien au-dessus de Volcario. Qui est au-dessus de lui? Volcario est presque l'emblème des ultra-riches. Les ultra-riches dont je parle sont bien au-dessus de Volcario, au-dessus de milliards. Ce type-là jouait avec des milliards, il s'y est lancé, ça a mal tourné et il est allé en prison. Les ultra-riches dont je parle ne vont pas en prison. Les responsables des crises et des vols dans le système américain ne seront pas emprisonnés. Ce sera le PDG, le directeur, etc. Les ultra-riches dont je parle, ceux qui contrôlent notre pays, sont près de 200 individus. Ce pays est sous le contrôle de ceux qui manipulent les banques, les journaux, la télévision, les membres du Congrès, les sénateurs, le président, les juges et les institutions. Et cela ne permet à aucun gouvernement de rembourser la dette publique. Ces 200 individus perçoivent la part du lion des 1000 milliards d'intérêts annuels que nous payons chaque année. Près d'1 billion d'intérêts annuels sont ainsi versés chaque année à une infime partie de la société. Et si le gouvernement, si le pouvoir exécutif voulait rembourser la dette et ne plus payer d'intérêts, c'est une décision de haut niveau, une monnaie numérique de banque centrale pour les particuliers. Agissons.
L'argent apparaît sous forme de Drex. Remboursons la dette. Elle disparaît. Ne laissons pas cela arriver, car notre patrie est prise en otage. Ainsi, lorsque nous parlons de Dieu, des prêtres et de la famille, en utilisant ce jargon, nous polarisons les idées car on nous accuse de nous opposer à Dieu, à notre patrie. C'est un mensonge. Concernant ce que nous disons de la patrie, il faut savoir ceci. La patrie est un État. La patrie est le lieu où cet État doit respecter son unité fondamentale. L'unité de l'État, ou son unité fondamentale, est un corps-territoire, indivisible, un corps-territoire. Moi et le territoire où je suis, où je me perçois, l'eau que je bois, les arbres près de moi. Ce corps-territoire représente l'unité de la patrie. La patrie devient une idéologie pour ceux qui arborent ce drapeau, et ceux qui s'y opposent sont des ennemis de la patrie. D'où vient l'idée d'ennemi de la patrie si ces personnes se trouvent sur le même territoire? Ah, mais vous devez penser comme moi, sinon vous êtes un ennemi de la patrie. Vos pensées et vos questions sont-elles personnelles ou influencées par quelqu'un ou un groupe? La patrie, elle nous a été volée. Le terme patrie a déjà été galvaudé, dénaturé pour maintenir la patrie sous notre joug, pour maintenir l'État sous notre joug, pour nous faire payer des milliards d'intérêts par an, pour alimenter la dette, pour maintenir la surproduction alimentaire, afin que, lorsque cette surproduction augmente, nous ne sachions plus quoi en faire. Et nous perdons en souveraineté, car si ces aliments ne sont pas vendus, ils vont se gâter. C'est une perte. Nous avons déboisé de vastes territoires, produit beaucoup de maïs, de soja ou de blé. Qu'allons-nous en faire? Nous produisons en excès et subissons une perte de souveraineté. Si personne n'achète ces excédents, cela pose un grave problème social. Mais Jackson, êtes-vous contre la production? Non, il faut faire circuler l'argent. Mais si cette zone totalement déboisée ne l'avait pas été et avait conservé sa forêt naturelle d'origine, et si nous avions un crédit carbone alloué, l'argent généré par ce crédit, l'argent circulerait, et si nous avions un droit de citoyenneté, la monnaie serait laïque. Dès lors, nous n'aurions plus besoin de nous concentrer autant sur la production de surplus, car l'argent circulerait naturellement et serait créé par le crédit et non par la dette comme c'est le cas actuellement. Voyez-vous le détournement de la patrie? Notre monnaie actuelle est créée par la dette. L'État émet de la monnaie à partir de celle-ci. Lorsqu'une banque prête de l'argent, elle injecte de la monnaie dans le marché par le biais de prêts. De l'argent qui n'existait pas devient ainsi numérique. Quand on emprunte de l'argent du secteur agricole à un taux d'intérêt de 3%, 10 milliards, et si 5 milliards sont blanchis et envoyés à l'étranger, c'est parce que cet argent emprunté n'est pas encore enregistré sur Drex. Il n'a pas encore de numéro numérique. C'est pourquoi ceux qui prennent notre pays en otage s'opposent à Drex et à Pix. Car Pix et Drex seront traçables et il sera plus difficile de blanchir cet argent qui a fuité à l'étranger, comme le font les entreprises agroalimentaires qui prennent 10 milliards et en envoient 5 milliards dans des paradis fiscaux pour ensuite les investir au Brésil. Gagner 15% en ne payant que 3% par an. Vous comprenez? C'est l'enlèvement de la patrie. La patrie bien-aimée est prise en otage. Mais par quoi nos esprits sont-ils façonnés? Par la télévision, les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est une véritable offensive. Dieu, la patrie, la famille, la liberté. Et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à la famille Margarida. La famille Margarina est fantastique, c'est fantastique. Parlons de la famille Margarina, de Dieu, de la patrie et de la famille, mais parlons aussi de la famille en général, plutôt que de la famille Margarina et de la liberté. La famille Margarina, c'est ça, le père, la mère, le fils en bleu, la petite fille en rose.
et la liberté. Le garçon ne pourra pas porter de rose et la fille ne pourra pas exister en bleu. En d'autres termes, la fille ne jouera pas au football et le garçon ne jouera pas à la poupée. Une structure basée là-dessus. Où est le fondement de cette famille de margarine? Se baser uniquement sur des concepts véhiculés par les médias, les journaux, les actualités, nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques, car la famille, la première famille, la famille de Jésus, était celle d'une femme sans mari, une femme vierge avec un enfant, une femme avec un enfant, une mère célibataire. Voilà la famille originelle. C'est là que tout a commencé. C'est cette mère célibataire qui est à l'origine du christianisme. Cette mère célibataire avait Joseph à ses côtés, un compagnon, etc. C'est ainsi. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Absolument rien. C'est ainsi. C'est la famille du possible. C'est important pour vous, car la famille idéalisée, elle, se désagrège. Cela vous met la pression. Vous devez être le fils idéal, le père idéal, la mère idéale. Et quand vous n'y parvenez pas, cette comparaison devient douloureuse. Vous reportez alors votre souffrance sur les autres. Quiconque s'écarte de votre vision de la famille vous rend agressif, vous en venez à haïr, car vous êtes frustré de ne pas pouvoir atteindre cet idéal familial. Père, mère, fils et fille. Ce n'est pas une obligation. C'est là qu'intervient la notion de clan, à la fois inclusif et exclusif. Un clan inclusif, c'est un rassemblement de personnes qui peut inclure votre famille, si possible, mais c'est aussi un rassemblement de votre club, de vos amis, de vos camarades de classe, de vos collègues, des personnes. Chaque fois que vous participez à un groupe, c'est un clan. Réunir tous vos clans est une formation essentielle à l'autorégulation, à votre bien-être. Et pas une famille parfaite, vous savez, ce genre de famille qui n'a jamais existé, pas même pour le Christ. La famille chrétienne parle de famille, mais même le Christ n'a pas eu une famille de ce genre. La famille du Christ était différente. Le Christ était fils d'une mère célibataire. En quelques années, il quitta déjà le foyer familial. Il mourut à 33 ans. C'est une tragédie qu'une personne dotée d'un tel potentiel de leadership soit morte si jeune. Alors, regardez ce modèle. Qui l'utilise? Qui a pris le contrôle de la patrie? Ceux qui ont pris le contrôle de la patrie utilisent ces termes pour susciter l'indignation, pour vous amener à vous tourner vers Dieu, vers la liberté. Et si vous vous penchez sur l'Antiquité, si vous vous intéressez aux croisades qui constituent le mouvement, depuis l'Église médiévale qui s'en prenait aux musulmans, il y avait pourtant une forme de liberté au sein même du monde musulman. Mais derrière ce nom de liberté se cache l'argent. Quelques individus, un État qui veut construire un complexe touristique dans la région de Gaza, un complexe à tel ou tel endroit. Alors ils s'y rendent, détruisent, créent un conflit entre deux pays, car ils ont déjà pris le contrôle d'un pays, d'un État. Ils prennent l'armée, la contrôlent et font la guerre. Avec le peu qui reste de cette guerre, ils peuvent déjà faire des affaires, conclure des accords. J'habite ici à São Paulo, près de Janopolis. Et dans ces conversations, il y a parfois des échanges avec des Arabes et des Juifs. J'ai demandé, et ces guerres? Oh Jackson, arrête. Pourquoi arrêter? C'est juste une question d'argent. C'est juste de l'argent. C'est de l'argent? Et puis quand l'argent commence à s'accumuler, ça devient une affaire religieuse. Dieu, la patrie, la famille. Parce que c'est une guerre sainte. En réalité, il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça. Alors, que restera-t-il de vous si vous commencez à vous forger une opinion, une structure, quand ils se mettent à parler de Dieu? De quel genre de Dieu s'agit-il? De patrie? Est-ce lié à mon corps ou à mon territoire? La patrie a-t-elle un lien avec moi? Vais-je un jour, en tant que citoyen de l'État, percevoir une allocation de citoyenneté, un type de prestation sociale? Toucher les dividendes de l'État. Si l'État m'appartient, pourquoi ces dividendes sont-ils désormais redistribués sous forme d'un billion d'intérêts annuels à ceux qui l'ont détourné? Et l'État restera détourné. Autre chose, quand on parle de ceux qui détournent l'État, il faut penser à ceux qui sont au-dessus du niveau local, au-dessus du type de bancomaster, bien au-dessus. Et les gens, parfois on peut s'y perdre, car il arrive que des gens sortis de nulle part, ça commence à se développer et la société s'enrichit considérablement.
mais soudainement. Alors, parfois, on examine de près l'idée que chacun a le droit de s'enrichir, mais quel est le processus financier? Comment cela s'est-il produit? Quels groupes se sont laissés entraîner dans ce jeu de millions qui circulent? Influencés par ces personnes, ces sommes colossales entraînent la perte de ce qu'on appelle la jivasa. Hier, j'ai parlé avec un type aux États-Unis, c'est vraiment cool. Mais là-bas, il n'y a pas de jivasa, pas d'agent, pas de collectif. Vous arrivez dans un restaurant et vous n'avez pas l'impression d'être tous ensemble, c'est chacun pour soi. Et il y a un Dieu pour chacun. C'est très différent, c'est l'argent. Dans les sociétés latino-américaines, nous avons toujours cette mentalité de nous sommes ensemble. Quand on est sur un bateau, on a le sentiment d'être tous ensemble. Il y a un lien entre nous. C'est un lien. C'est l'unité d'un groupe. C'est fondamental pour nous et pour notre développement dans cette idée de collectivité, de corps territoire, d'État, que nous sommes l'État. L'État n'est pas extérieur à nous. L'État. Nous allons donc continuer à bâtir un État toujours plus fort. Votez pour votre député et votre sénateur de confiance, des personnes qui ont une vision un peu plus ouverte et à l'écoute des préoccupations du peuple. Ensemble, nous construirons une société bien meilleure, un Brésil bien meilleur, une Amérique latine bien meilleure que nous méritons tous et amplement. Prenez soin de vous, à très bientôt, mercredi prochain.